Radio TLA, le 19h. Bonjour, nous sommes le mercredi 25 novembre et vous écoutez le 19h de Radio TLA. Vous en avez probablement entendu parler en assistant à des représentations et pas que, les intermittents du spectacle. Sous ce terme sont regroupés celles et ceux qui travaillent sur scène ou dans l'ombre de nos théâtres, festivals, salles de concert. Ils sont éclairagistes, techniciens, son, vidéastes, scénographes, artistes, bref, la liste est longue. L'intermittence est notre sujet aujourd'hui. Avant de donner la parole à celles et ceux qui œuvrent dans nos salles, nous recevons Marc. Qu'est-ce que c'est que l'intermittence? Comment cela fonctionne? Nous faisons le point tout de suite avec lui. Radio TLA. Bonjour Marc. Bonjour Clément. Marc, avant de recevoir notre invité, nous allons prendre quelques minutes pour expliquer ce qu'est l'intermittence, puisque dans notre secteur d'activité, le spectacle vivant, nous utilisons souvent le terme d'intermittent pour désigner des personnes qui travaillent dans nos équipes. Mais qui sont ces intermittents et que recouvre ce terme? Alors, tout d'abord, je voudrais préciser une chose, ce qu'on a tendance à mettre la notion de métier derrière la question de l'intermittent. Donc en fait, un intermittent, être intermittent, c'est pas un métier. Les métiers dans notre secteur d'activité, c'est d'être comédien ou comédienne, c'est d'être danseur, danseuse, d'être des circassiens, d'être des musiciens, des techniciens, qu'ils soient son ou lumière, ou des techniciennes d'ailleurs, son ou lumière, des éclairagistes, des régisseurs, enfin voilà, toute une série de métiers qui correspondent à un travail, à des compétences, à une activité. Donc intermittent, c'est pas un métier. C'est une première chose que je tenais absolument à dire. D'autre part, ces métiers-là, justement, ont une spécificité, c'est-à-dire qu'ils ne s'exercent pas de façon permanente, de façon continue, ni même auprès d'un seul employeur. Donc ce sont des personnes qui exercent leur métier de façon finalement assez discontinue, où il y a des périodes de travail qui vont alterner avec des périodes justement d'inactivité ou de chômage. Et donc, cette question de l'intermittence, ça désigne en fait ce régime d'assurance chômage spécifique qui leur est destiné. Et donc, ça désigne en fait une période où la personne ne travaille pas. C'est donc d'autant plus paradoxal d'utiliser ce terme pour désigner un travail ou un métier. Voilà. Du coup, aussi, on parle parfois à tort également de statut d'intermittent. C'est pas un statut, c'est comme si on disait qu'il y a un statut de chômeur, par exemple. Voilà, tout ça pour repréciser un petit peu derrière l'usage de ce terme intermittent et intermittence. C'est simplement une question de discontinuité de temps de travail et d'un régime du coup d'assurance chômage spécifique qui est là pour soutenir ces professions. Et au TLA, Marc, l'intermittence prend tout son sens parce que les temporalités des activités sont différentes. Oui, absolument. Nous aussi, dans nos maisons, on a des rythmes de travail qui sont plus ou moins intenses suivant les périodes, la saison, voilà, des festivals, des choses comme ça. Et donc, évidemment, dans ces périodes plus intenses, on a la nécessité d'engager des collaborateurs qui ont des compétences spécifiques. On les engage du coup pour des contrats à durée déterminée et des missions aussi particulières. Et ils sont en ce sens absolument essentiels à la réalisation des missions de nos théâtres. Dans ces moments où on a besoin de ces personnels, qu'on puisse pouvoir les trouver et les engager. Donc c'est par exemple lors des représentations de la saison ou bien lors de l'organisation d'un festival où on a recours à ces professionnels. Et on les engage du coup sous un contrat de travail, mais un contrat de travail particulier qui s'appelle le contrat à durée déterminée d'usage. Chez nous, ici au TLA, c'est essentiellement des emplois techniques auxquels on a recours. Voilà, c'est des techniciens, techniciennes, des machinistes, des régisseurs son, des sonorisateurs, des habilleurs ou des habilleuses, et qui viennent donc renforcer l'équipe permanente du théâtre, le temps du montage des spectacles, le temps de leur représentation et le temps de leur démontage.
Donc ce régime spécifique d'assurance chômage, mais j'insiste, qui fait partie de ce qu'on appelle la solidarité interprofessionnelle de l'UNEDIC, qui est l'organisme qui gère l'intégralité des fonds d'assurance chômage en France. Donc ce régime va permettre à ces personnes de toucher en fait une allocation chômage durant les périodes d'inactivité qui séparent en fait chaque contrat de travail, chaque contrat d'engagement qu'ils vont avoir sur un spectacle, par exemple. Un exemple, justement? Alors, un exemple, prenons le cas d'un artiste, comédien ou une comédienne qui va être engagé pour un spectacle. Donc, son embauche va se faire pour une période déterminée. Ça va être plusieurs semaines, par exemple, sur les répétitions de ce spectacle. Et puis ensuite, on va enchaîner dans l'ensemble, quand ça se passe bien, sur une première série de représentations. Et puis les représentations suivantes vont avoir lieu, mais après des temps de plusieurs semaines, des fois, sans activité. Et la tournée elle-même du spectacle va se déployer sur un temps assez long, avec des périodes où les dates vont s'enchaîner assez rapidement les unes derrière les autres, et d'autres où elles vont être espacées, soit de quelques jours seulement, soit des fois de plusieurs semaines, et parfois de plusieurs mois. C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, avec la crise du Covid, où ne pouvant jouer, il y a des temps extrêmement longs entre deux contrats. Et donc, ce régime d'assurance spécifique des intermittents va permettre à cet artiste de pouvoir toucher une allocation durant les périodes sans activité. Et à la base, Marc, c'est un régime qui est créé dans les années 30. Oui, ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose effectivement assez ancienne. Ça a été créé en 1936, exactement, une date qu'on retient par rapport à beaucoup d'acquis de droits sociaux en France. Et c'était à l'origine pour le cinéma que ça s'était fait, parce qu'en fait l'industrie du cinéma à ce moment-là, qui avait recours à toute une série de corps de métier traditionnels, je pense à des menuisiers pour construire des décors, etc., qui embauchaient donc ces personnes pour le temps des tournages des films, avaient en fait du mal parce que les gens préféraient en fait avoir un emploi permanent chez un employeur, chez un patron. Et donc il y a eu la création de ce régime qui permettait justement de prendre en compte cette intermittence de contrats de travail. Donc c'est venu du cinéma, et puis après-guerre, ça a été étendu aux artistes également, puisque c'était que les techniciens qui étaient concernés à l'origine, et ça a été également élargi à notre secteur d'activité à nous, qui est le spectacle vivant. Donc aujourd'hui, on a en fait deux annexes qui régissent ce régime, deux annexes à la Convention générale d'assurance chômage. On a d'une part l'annexe 8 qui regroupe tous les techniciens dans les différents secteurs d'activité qui sont concernés. Donc il y a le cinéma, l'audiovisuel, il y a la radio, le spectacle vivant. Et puis il y a l'annexe 10 qui, elle, va regrouper tous les artistes qu'on a pu citer, que j'ai cité tout à l'heure. Je voulais aussi dire que le fonctionnement de ces annexes était extrêmement codifié et extrêmement réglementé. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises, et ce ne sont que certaines entreprises avec des activités spécifiques, comme par exemple un théâtre, qui peuvent avoir recours à ce type de contrat, ce fameux contrat à durée déterminée d'usage. Et de l'autre côté, les métiers qui sont concernés par ce régime sont eux aussi strictement listés. Donc ça limite assez grandement les conditions de mise en œuvre de ce régime. Et pour les personnes en fait, qui travaillent, les techniciens, les artistes, pouvoir accéder au régime, c'est soumis là aussi à des règles assez strictes également. Il y a notamment un nombre minimal d'heures de travail qui doivent être réalisées dans une période de référence donnée. C'est les fameux 507 heures dont tout le monde a entendu parler. Il y a aussi une limitation, par exemple, de cumul quand on relève de ce régime entre les allocations chômage que l'on touche et les salaires que l'on touche à l'intérieur d'un même mois. Préciser peut-être aussi par ailleurs que les cotisations sociales qui sont payées donc à la fois par les salariés et les employeurs sur chaque fiche de paye sont absolument supérieures à ceux du régime général de l'assurance chômage, donc pour permettre de financer ce régime. Voilà ce que je voulais peut-être dire et sur lequel je voulais insister, c'est que tous ces salariés sont absolument
indispensables, que ce soit des artistes, que ce soit des techniciens, ils sont absolument indispensables à la vie artistique et culturelle dans nos territoires, au même titre que les salariés permanents d'un théâtre. Voilà, c'est vraiment une richesse que nous avons et qu'il faut absolument pouvoir préserver. Donc l'existence de ce régime spécifique est un des éléments majeurs de l'économie de notre secteur d'activité. On a eu l'occasion de parler du service public, du financement de la culture, des subventions par la puissance publique. C'est quelque chose qui fait partie aussi de cet équilibre et de cette économie de notre secteur d'activité. Parce que sans eux, sans ces artistes, sans ces techniciens, sans leur diversité, sans toutes les compétences, les talents qu'ils ont, c'est la vitalité de la création artistique qui serait remise en question, vraiment. Ça fait donc vraiment partie d'un équilibre global de politique publique en faveur de l'art et de la culture et qui permet à ces professionnels de se maintenir dans l'emploi. Je terminerai par une dernière chose, c'est que fréquemment on entend parler de négociations, puisqu'effectivement, comme tout régime d'assurance chômage, ce sont les partenaires sociaux, à savoir les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés qui décident des règles d'indemnisation. Il y a des rediscussions qui se font de façon périodique et donc chaque fois il y a le risque de voir menacer ou disparaître ce régime d'intermittents de spectacle. Il est donc essentiel que ce combat il soit systématiquement mené et gagné pour pouvoir conserver ces gens-là autour de nous pour travailler et faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire présenter des spectacles, des œuvres d'art au public. Merci Marc. Les techniciens et intermittents sont nombreux à prêter main forte à l'équipe permanente du TLA. On pense notamment à Ida, Martial, Seb, Pascal, Stéphane, Julie ou encore Cyril. Son métier à lui bien particulier, c'est rigueur. On découvre tout de suite. Je m'appelle Cyril, j'ai 26 ans. Je suis technicien avec le statut d'intermittent depuis 2012, donc ça fait 8 ans. Et mon domaine, c'est le rigging. J'ai d'abord commencé au théâtre, à toucher un peu à tout. J'ai fait technicien son aussi un petit peu, j'ai fait pas mal de déco. Avec le temps, j'ai toujours aimé travailler en hauteur. Du coup, j'ai cherché à me former pour travailler en hauteur, en sécurité. Et je suis tombé sur le métier de rigueur. Et du coup, ça m'a plu, donc j'ai fait les formations qui vont bien. Et du coup, maintenant, je travaille en général dans tout ce qui est grosse salle sur Paris. Il y a Bercy, l'U-Arena, Paris La Défense Arena à Nanterre, le Zénith et d'autres salles dans Paris qui nécessitent du rigging. Donc nous, on se balade sur la charpente en général et puis on y accroche des moteurs qui vont servir après à accrocher le son, la lumière, la vidéo, la décoration et pour le montage d'un spectacle, d'un concert. Du coup, on est les premiers arrivés en général avec les équipes de Rhodes. Ça peut aller de 3 heures ou on peut commencer à 7 heures, ça dépend. Puisque on doit, avant que les sondiers et les gars en lumière viennent installer leur matériel, on doit commencer déjà par installer tout le structurel. Donc on commence à tracer le sol. Donc on trace au sol ce qu'on doit implanter. Ensuite on monte au plafond. À Bercy, sous charpente, il y a une vingtaine de mètres. Ou alors à la Paris Défense Arena, il y a 35 et quelques, je crois, sous charpente. Donc ça dépend de la hauteur. Et une fois tout ça fini, en fait, on attend la mise en place technique complète pour y mettre en sécurité tous les ponts de structure afin que le spectacle se déroule sans incident. C'est vrai que la qualité principale, c'est de ne pas avoir le vertige. Mais moi, c'est vrai que la première fois, on a toujours tous une petite appréhension. La première fois qu'on se met dans le vide à 20-35 mètres de haut. Mais avec le temps, on pense plus du tout à la hauteur. On est plus dans la tâche qu'on fait qu'autre chose, quoi.
Elle est intermittente, danseuse et chorégraphe et vous l'avez vue au TLA sur le Parvis pendant le bel été, c'était le 4 juillet dernier. Vous vous souvenez de son solo Suis-je, c'est Jade Feldman. Moi, c'est Jade Feldman, je suis danseuse hip-hop. Je suis originaire d'Alsace, mais ça fait 8 ans que je vis sur Paris pour la danse. Mon quotidien il est un peu bouleversé avec ce qui se passe, mais sinon, en général, ça se jauge entre, avec l'intermittence, du coup, c'est des résidences en fait pour des spectacles. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe avec des compagnies ou avec des artistes ou donnant aussi des cours de danse. Ça tourne un peu autour de tout ça et des formations aussi parce que j'aime beaucoup le fait que je me forme et que je progresse quand même à côté de ça, quoi. Déjà, ce solo, c'était l'envie vraiment de m'exprimer vraiment par moi-même en fait, sans avoir de chorégraphe, sans avoir besoin d'interpréter pour quelqu'un et surtout par moi, quoi, mes propres initiatives. Et oui, ça part de mes idées et de mon vécu personnel et donc voilà, du coup, ça a amené à ce solo Suis-je. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le process, quoi. Donc, comment on part d'un point, enfin de rien, et on arrive à un tout, quoi. Et donc, on arrive au spectacle final. Les résidences, elles sont là pour ça, en fait, pour pouvoir vraiment travailler, faire un laboratoire, explorer et trouver les meilleures possibilités pour le spectacle, quoi. Enfin, pour que ça soit au mieux sur scène et devant les gens, quoi. C'est surtout ça. Et c'est vrai que c'est des phases justement de travail super intenses. Et les gens, ils arrivent souvent, ils s'assoient, ils voient le spectacle, mais c'est vrai que souvent on se rend pas compte en fait du travail que c'est en amont et c'est important. C'est même le plus important, quoi. Comme on dit, c'est pas le point d'arrivée, hein. Le plus important, c'est tout le chemin pour y arriver, quoi. Des personnes qui se renseignent pas, ils pensent que justement l'intermittence c'est une indemnité, donc c'est quelque chose qu'on te donne comme un chômage, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est quelque chose qui est essentiel pour les artistes et heureusement qu'il est là et que qu'on peut faire ça parce que dans d'autres pays ils l'ont pas et ils n'ont pas cette liberté là de prendre tous ces temps-là pour faire de la recherche en fait et pour pouvoir faire aussi évoluer les pensées en fait de chacun. Comment la littérature nous sauve et permet de sauvegarder notre humanité, c'est le thème de la semaine que développe la Belle Jeunesse. Dans l'épisode du jour, l'écriture ou la vie de Georges Semprin. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Georges Semprin a été déporté au camp de Buchenwald avec un professeur d'université qu'il avait eu à la Sorbonne pendant ses études, Maurice Halbwachs. À la fin du premier chapitre de ce récit autobiographique, il raconte les derniers instants de son ami. J'avais pris la main de Halbwachs qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. Le professeur Maurice Halbwachs était parvenu à la limite des résistances humaines. Il se vidait lentement de sa substance, arrivé au stade ultime de la dysenterie qui l'emportait dans la puanteur. Un peu plus tard, alors que je lui racontais n'importe quoi, simplement pour qu'il entende le son d'une voix amie, il a ouvert les yeux. La détresse immonde, la honte de son corps en déliquescence y était lisible. Mais aussi une flamme de dignité, d'humanité vaincue et inentamée. La lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort, qui sait à quoi s'en tenir, qui en a fait le tour, qui en mesure face à face les risques et les enjeux, librement, souverainement. Alors, dans une panique soudaine, ignorant si je puis invoquer quelque dieu pour accompagner Maurice Halbwachs, conscient de la nécessité d'une prière, pourtant, la gorge serrée, je dis à haute voix, essayant de maîtriser celle-ci, de la timbrer comme il faut, quelques vers de Baudelaire. C'est la seule chose qui me vienne à l'esprit. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Le regard de Maurice Halbwachs devient moins flou, semble s'étonner. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre. Je continue de réciter quand j'en arrive à « Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons ». Un mince frémissement s'esquisse sur les lèvres de Maurice Halbwachs. Il sourit, mourant, son regard sur moi, fraternel. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous volons, tant ce feu nous brûle le cerveau. Plongés au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau.
C'était le 19h de Radio TLA. Nous remercions Jade, Marc, Cyril, mais aussi Kelly et Emmanuel de la Belle Jeunesse, ainsi que l'équipe du théâtre Louis Aragon, qui a travaillé à la préparation et à la réalisation de cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, et prochain rendez-vous demain à 19h. Radio TLA, le 19h.